Okay. Donc, j'appelle le premier orateur, le docteur Mélina Fatsias, qui est psychiatre addictologue, travaille à l'Université de Bordeaux et dans la filière de soins des addictions du CHU de Bordeaux et de l'hôpital Charles Perrins. Le docteur Fatsias va parler de la question de pourquoi évaluer le craving en pratique clinique. Oui, non, c'est là. Ça, c'est avancé et ça, c'est reculé. D'accord. Et j'ai pas... Ah, il est là. Voilà. Merci beaucoup à Marc Oriacombe et puis aux organisateurs de cette session, de ce symposium. Donc, pour inaugurer un peu ce symposium, moi, je vais vous parler donc de l'utilité d'évaluer le craving en pratique clinique, et je vais donc essayer de faire une intervention relativement synthétique et courte pour que tout le monde puisse intervenir et interagir après par rapport aux questions. Alors, juste pour introduire cette présentation, je vais quand même rappeler très brièvement que le craving est aujourd'hui considéré comme vraiment une composante centrale dans le champ de l'addiction, à la fois d'un point de vue physiopathologique, avec l'idée que le craving puisse être un déterminant totalement central du comportement d'usage et de la perte de contrôle, mais également dans le cadre d'une approche clinique, thérapeutique et diagnostique de ce trouble. Donc le craving peut être défini comme une envie irrépressible qui est orientée sur l'objet de l'addiction. C'est une notion qui est très fortement rattachée à la question de la perte de contrôle et qui se distingue clairement des manifestations de sevrage physiologique. L'autre élément à avoir en tête, c'est qu'il s'agit d'une expérience très spécifique du sujet dépendant qui va permettre de discriminer les sujets avec ou sans comportement addictif, et c'est actuellement considéré comme un symptôme qui est quasiment pathognomonique de l'addiction et qui en fait donc un critère diagnostique du trouble de l'usage, en particulier depuis son introduction dans la dernière classification du DSM. Donc l'utilité du craving en pratique clinique peut être envisagée selon trois grands axes. Une utilité diagnostique, tout d'abord, comme on l'a vu, avec l'intérêt de le repérer par rapport à l'évaluation diagnostique du trouble de l'usage. L'autre élément tout à fait essentiel, c'est un intérêt pronostique, avec l'idée que l'intensité du craving puisse être en fait un reflet de la sévérité de l'addiction et un marqueur de la vulnérabilité vis-à-vis de la rechute. Et enfin, un intérêt thérapeutique, le craving étant de plus en plus la cible privilégiée des traitements pharmacologiques et des psychothérapies, mais également un facteur pronostic de la réponse au traitement. Alors là, je signaler deux études qui sont importantes. Une étude qui portait dans un échantillon de joueurs pathologiques et une autre étude qui portait sur un échantillon de sujets dépendants à l'alcool, la dernière étude de l'équipe d'O'Brien, et qui montrait que plus les sujets présentaient des épisodes de craving d'intensité importante, plus ils étaient susceptibles de répondre positivement au traitement anti-craving, d'autant plus qu'ils présentaient des posologies élevées de ces traitements. Alors, outre l'intérêt diagnostique de l'évaluation du craving, je vais surtout insister sur son intérêt pronostique, finalement, comme marqueur extrêmement important de l'évolution clinique pendant la prise en charge et marqueur pronostic donc, du risque de rechute. Les liens entre craving et rechute ont été maintenant étudiés depuis un certain nombre d'années, à la fois à travers des données en vie quotidienne et aussi des données en situation expérimentale. Notre équipe à Bordeaux a par exemple utilisé la méthode EMA, qui est une méthode d'évaluation en vie quotidienne, chez des sujets qui avaient des addictions à de l'alcool, tabac, cannabis ou opiacés. Et on avait clairement pu montrer dans toutes ces différentes addictions que l'intensité des épisodes du craving était clairement prédictif du risque de rechute dans les heures qui suivaient ces épisodes. Alors, ces données ont été repliquées dans des études expérimentales en situation de laboratoire où les sujets étaient exposés à des stimuli drogues et où on évaluait l'intensité du craving et le lien avec le risque de rechute. Alors, on voit ici que l'intensité du craving était associée à un niveau de stress élevé et donc à un certain niveau de détresse émotionnelle, et que ces éléments étaient clairement prédictifs de rechute
lors du suivi. Et les sujets qui présentaient le plus d'épisodes de rechute étaient les sujets qui allaient plus rapidement rechuter. Donc on a pu répliquer ces résultats chez des sujets qui avaient une dépendance à l'héroïne. Sur Bordeaux, on a pu montrer une corrélation entre l'anomalie de la réponse au stress, l'intensité du craving et la vulnérabilité à la rechute. Donc on voit à travers ces différents exemples que le craving est clairement un facteur prédictif du risque de rechute. Ça a été mis en évidence à la fois en situation de laboratoire, mais également dans le contexte de la vie quotidienne, dans l'environnement du sujet. Ce qui est important de souligner, c'est que cette relation a été montrée pour l'ensemble finalement des addictions, ce qui suggère l'aspect transversal du phénomène et qui plaide pour une approche commune centrée sur des interventions de réduction du craving. Donc, dans ce contexte, le craving apparaît également comme une cible thérapeutique privilégiée pour l'ensemble des interventions qui vont viser à réduire le risque de rechute et en particulier par rapport au traitement pharmacologique. Alors, dans ce contexte, pour qu'un traitement pharmacologique ait un effet efficace sur le craving, il faut qu'il présente un certain nombre de caractéristiques qui vont clairement le distinguer des propriétés de la substance addictive. Alors, ces propriétés sont les suivantes. Il faut que le médicament et le traitement soient dépourvus d'effets renforçants, puisque l'effet renforçant de bien-être produit par la substance est un des éléments majeurs qui vont être impliqués dans le craving et dans la perte de contrôle. Deuxième élément, c'est qu'il faut que ce traitement puisse avoir, dans l'idéal, la possibilité de bloquer l'effet renforçant de la substance lorsqu'il y a consommation, afin également de réduire la dimension de perte de contrôle. Et enfin, deux derniers éléments sont également extrêmement importants. L'importance d'avoir donc une longue durée d'action afin de permettre une seule prise et d'établir un effet anti-craving durable dans le temps et également de favoriser la bonne observance donc, du traitement. Donc ces traitements anti-craving, on en dispose bien sûr pour différentes addictions. On a la méthadone, la buprenorphine pour les opiacés, les substituts nicotiniques, la varénicline pour le tabac et tout un ensemble de molécules dans le traitement de l'addiction à l'alcool. Ces médicaments vont être d'autant plus efficaces sur le craving, je vais passer, qu'on va pouvoir ajuster, adapter la posologie à fluctuation du craving et à leur intensité. Cet élément est un élément essentiel parce qu'en pratique, les posologies efficaces sur le craving vont être supérieures à celles habituellement utilisées pour juste apaiser les manifestations de sevrage. Donc il est tout à fait essentiel de pouvoir ajuster la posologie à l'évolution du clinique au cours de la prise en charge. L'utilisation de posologie efficace sur le craving vont également avoir un effet essentiel qui est de limiter le mésusage des médicaments, puisqu'en effet, si un patient est insuffisamment apaisé sur l'envie de consommer, il va être plus à risque de modifier le mode d'administration du traitement, ce qui va modifier son profil, renforcer éventuellement l'effet renforçant avec du coup un moindre impact sur la réduction du craving et également d'éviter le déplacement sur d'autres objets d'addiction. Et ce dernier point, c'est un point que je vais développer sur les prochaines diapos. Donc l'intérêt d'une mesure du craving en pratique clinique repose dans l'évolution clinique du patient au cours de la prise en charge. Des niveaux élevés peuvent ainsi représenter une alerte potentielle dans le suivi des patients, un marqueur assez fiable et valide de la vulnérabilité à la rechute, ce qui va permettre d'ajuster au mieux à la fois les schémas pharmacologiques, thérapeutiques, d'adapter les posologies et de renforcer la prise en charge relationnelle.
Alors, un des éléments qui peut illustrer l'intérêt de l'évaluation du craving repose sur la question du transfert d'addiction. L'hypothèse du transfert d'addiction repose sur un certain nombre d'observations cliniques qui ont en effet pu montrer que des sujets qui arrêtaient de consommer, par exemple de l'héroïne, certains sujets allaient avoir tendance à augmenter, renforcer d'autres consommations qu'ils avaient antérieurement, voire développer de nouvelles consommations, comme par exemple le tabac. Alors, il y a quelques études qui ont décrit ce phénomène, en particulier pour l'héroïne, la cocaïne et le cannabis, et qui ont pu montrer que lors de l'arrêt de ces substances, un nombre important de sujets allaient augmenter leur consommation d'alcool, de tabac, mais également augmenter leur consommation de sucre, par exemple, ou développer une activité de jeu d'argent et de hasard. Alors, pour expliquer cette question de ces observations cliniques, une hypothèse est que le fait qu'il puisse persister une vulnérabilité commune à distance de l'arrêt des consommations, qui puisse favoriser le passage d'une addiction A vers une addiction B, le craving représentant une expression assez centrale de cette persistance de vulnérabilité. Donc, au cours de la prise en charge, les sujets qui seraient insuffisamment soulagés avec la persistance d'épisodes de craving seraient plus à risque de développer ou de déplacer leur vulnérabilité sur d'autres objets de l'addiction. Ces considérations nous amènent ainsi à reconsidérer peut-être nos objectifs de prise en charge, parfois très centrés sur la consommation de substances, entre par exemple des objectifs de réduction des risques, des objectifs de réduction de l'usage, d'usage contrôlé ou d'arrêt total. Finalement, si on s'intéresse à la modification du comportement, toutes ces interventions vont devoir intégrer la nécessité d'agir sur le craving et donc sur ces différents déclencheurs et déterminants. Dans ce contexte et dans cette perspective, la diminution de la consommation de substances, finalement, ne serait qu'une conséquence de la réduction du craving et il peut être ainsi important de développer des approches thérapeutiques qui sont beaucoup plus centrées sur les processus qui sont impliqués dans la perte de contrôle, les facteurs de vulnérabilité, plus que sur l'objet de l'addiction en lui-même. Ces interventions seraient ainsi plus susceptibles de permettre un changement durable et stable du comportement addictif dans le temps, ce qui pourrait s'associer également à une amélioration de la qualité de vie, à une diminution du stress et de l'anxiété, puisqu'on sait que l'expérience du craving en tant que telle est source d'un niveau de détresse émotionnelle et psychologique qui est relativement importante. Pour conclure cette présentation, je vais très rapidement finir sur une vignette clinique courte pour illustrer ces éléments. Il s'agit d'un homme de 60 ans qui a été admis en unité d'hospitalisation pour un trouble de l'usage de fentanyl. C'est un patient qui avait des antécédents de douleurs chroniques et d'état de stress post-traumatique et qui avait développé une addiction au fentanyl, qui est un opioïde d'action rapide avec une application buccale et qui avait augmenté ses posologies jusqu'à 3200 microgrammes par jour assez rapidement après l'initiation. Ce sujet rapportait lors de l'utilisation du fentanyl initialement une expérience extrêmement renforçante avec à la fois un apaisement immédiat de la douleur, mais également une amélioration des cauchemars du sommeil liés aux symptômes traumatiques et un effet euphorisant de bien-être avec des épisodes de craving repérés qui permettaient de faire le diagnostic de troubles de l'usage d'opioïdes et qui permettaient de mettre en évidence la perte de contrôle. Pendant la prise en charge, le monitoring des épisodes de craving ont permis de faire un lien avec l'augmentation très forte et compulsive de la consommation de sucre. Et de façon associée, on a recherché les facteurs déclencheurs du craving en mettant en évidence le rôle très fort des épisodes algiques, mais également des épisodes
en lien avec les réviviscences et les flashbacks liés au PTSD. Ainsi, la prise en charge a consisté à la fois à l'ajustement des traitements anti-craving pour les opiacés, centrés sur l'évaluation de ces fluctuations et les phénomènes de compensation sur un autre objet d'addiction, et la prise en charge également plus globale, centrée sur les autres facteurs de vulnérabilité et de maintien de ces épisodes. Voilà, pour conclure, le craving est bien un symptôme transaddiction qui renforce une approche qui n'est pas centrée sur les produits. Il occupe une place de plus en plus centrale dans la prise en charge des addictions, avec des prises en charge plus centrées sur les mécanismes de la perte de contrôle finalement que véritablement l'objet de l'addiction. Et donc il est nécessaire de développer des approches thérapeutiques qui sont plus spécifiques et ciblées sur les facteurs de maintien et de vulnérabilité individuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Fatsias. Allô? Oui, bon. Allô? Ça a marché? Bon. Donc le professeur Maurice de Mathéis de Grenoble, optimisation de la prise en charge, que nous disent les recommandations? Très bien, mais merci beaucoup effectivement de m'avoir invité à ce symposium, et sans plus tarder, je vais avancer dans la présentation puisque le temps nous est compté. Alors, vous allez voir qu'il existe effectivement des liens extrêmement forts avec la présentation qui vient d'être faite par Mélina Fatseas concernant la compréhension justement de la problématique, puisque vous voyez finalement cette présentation s'inscrit dans l'évolution, donc avec ici la conférence de consensus en 2004 concernant la prise en charge des addictions aux opiacés. Et aujourd'hui, où en sommes-nous finalement? Quelles ont été donc les évolutions? Et je passe, mais il y a un intérêt, tout simplement pour vous montrer, vous voyez, tous les changements qui ont eu lieu en plusieurs années, avec bien entendu un contexte sociétal qui a complètement évolué. Ici, vous voyez le consensus, les décrets pour l'Exapa, le DSM-5 avec l'introduction justement du craving comme un élément de compréhension, à la fois diagnostique, mais comme ça a été évoqué, thérapeutique et pronostic. Bien entendu, cette connaissance, vous voyez, des addictions qui a évolué, et puis bien entendu, on vient de l'évoquer, bien entendu, les polyconsommations, les transferts d'addiction, les pathologies psychiatriques associées, l'évolution, bien entendu, de l'épidémie des antalgiques morphiniques, la problématique hépatite C, etc. Donc, vous voyez que beaucoup de choses ont évolué, et non seulement, bien entendu, le contexte, la pathologie, sa connaissance, sa compréhension, mais aussi la palette thérapeutique, vous voyez, qui était relativement restreinte au début, et bien, qui a ensuite évolué, et comme vous l'avez compris, ça va continuer. Alors, finalement, vous voyez, donc, on est aujourd'hui quand même confronté à une grande évolution avec, bien entendu, sur le terrain, une hétérogénéité à la fois de l'offre et des pratiques. Et finalement, vous allez voir que ce n'est pas propre à la France, puisque finalement, ces questionnements existent dans le monde entier, avec un parcours par rapport aux addictions aux opiacés qui est différent, puisque vous voyez que la plupart des pays ont utilisé donc d'abord plutôt essentiellement prédominante la méthadone, alors que la France, comme vous le savez, c'est une situation très particulière avec la buprenorphine. Et il est donc très intéressant finalement de pouvoir croiser les regards entre l'expérience française, la substitution à la française, et l'expérience internationale. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces questionnements, tout le monde les a, et ça a fait l'objet, finalement, vous voyez, de nombreuses recommandations récentes, ce qui montre bien que beaucoup de choses évoluent, et finalement, vous voyez qu'y compris les présentations qui ont été faites par les précédents orateurs montrent bien donc ce besoin d'aller plus loin, de comprendre justement donc comment proposer un traitement le plus adapté possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, tout d'abord, donc, les objectifs et les critères des études ont évolué. En effet, si au départ, vous voyez, on était quand même très centré sur le produit. Est-ce que le patient continue ou pas à consommer? Est-ce qu'on le garde, arrive à le garder ou pas dans le traitement? Eh bien entendu, toutes les autres choses associées, comme les autres consommations et les conséquences, notamment sociétales, judiciaires. Aujourd'hui, on voit finalement qu'on va aller vers d'autres aspects, centrés sur le patient, sur l'individu, sa restauration de l'autonomie fonctionnelle. On est vraiment sur des objectifs fonctionnels. Le craving, vous voyez à quel point c'est un élément majeur, et effectivement, c'est un indicateur clinique essentiel pour piloter le traitement, la qualité de vie, bien entendu. Donc, on est vraiment aujourd'hui, vous voyez, dans des stratégies de réhabilitation psychosociale, et c'est donc de repérer tous les éléments cliniques qui vont vous aider justement à atteindre ces objectifs. Car, in fine, aujourd'hui, quand on regarde finalement la littérature,
littérature, eh bien, les 2 médicaments qui sont actuellement disponibles, lorsqu'ils sont utilisés de manière adaptée, à bonne posologie, eh bien, finalement, ils ont globalement une efficacité équivalente. Bien, ça a été évoqué avec Roger Weiss, sa très belle présentation justement concernant l'association ou pas de soins psychosociaux. Eh bien, si avec, on va dire, l'approche donc sevrage, les méta-analyses sont positives. Vous voyez que c'est plus mitigé pour les traitements avec les agonistes opiacés, et tout simplement parce que, comme ça a été évoqué, au-delà de la pharmacologie, c'est l'individu. C'est repéré au niveau de l'individu, effectivement, donc les spécificités. Il y a le contexte d'utilisation, et bien entendu, c'est donc la médecine personnalisée, d'où l'intérêt de trouver les bons indicateurs, et parmi ceux-là, effectivement, les comorbidités psychiatriques, le craving, et on sait très bien que ce sont des éléments qui vont s'auto-aggraver mutuellement. Alors, vous voyez, donc lorsqu'on parle de la qualité de vie, et là, eh bien, on peut voir déjà des différences entre les traitements, en sachant qu'il existe de toute manière des vulnérabilités individuelles. Là, on voit bien que les 2 traitements sont efficaces pour améliorer ce paramètre, mais par contre, on va avoir certains effets indésirables qui sont beaucoup plus fréquents avec un médicament plutôt qu'avec un autre. Donc, on voit bien effectivement qu'ici, on voit les éléments qui vont entraîner donc des sollicitations, donc des patients, vous voyez, donc l'hygiène bucco-dentaire, les problèmes de constipation, de céphalée, la transpiration qui est un élément évoqué, et bien entendu le dysfonctionnement sexuel que les patients ont parfois du mal à verbaliser et qu'il faut donc rechercher et qui représente clairement un impact dans la qualité de vie des patients. Alors, évidemment, il existe un élément essentiel, là aussi, pour faciliter la prise en charge, pour améliorer cette prise en charge, c'est la préférence du patient, mais aussi du soignant. Et là, on voit bien qu'il existe des représentations sociétales extrêmement fortes selon les médicaments, puisque, comme vous le savez, très souvent la buprenorphine a été vue comme le médicament drogue, ou la méthadone plutôt, je suis en termes de sévérité, si j'ai de la méthadone, c'est parce que je suis plus sévère, et tout ça va impacter, bien entendu, sur le choix de prescription qui, vous voyez, comme finalement n'est pas scientifique, il est plus effectivement individuel. Parce que finalement, la science, aujourd'hui, elle ne permet pas d'apporter véritablement des réponses. On voit bien qu'il y a bien entendu le profil clinique, et lorsqu'on regarde la biologie, eh bien, vous voyez que la biologie, aujourd'hui, n'est pas contributive, elle ne permet pas effectivement donc, de donner les éléments. C'est donc bien sur la clinique qu'il faut se caler, et finalement, même la sévérité de la dépendance n'est pas forcément prédictive. On a des patients qu'on pensait sévères. Lorsqu'on met un traitement par buprenorphine, ça permet d'élaguer pas mal de choses, et on s'aperçoit finalement que la situation est plus simple. Par contre, il est évident, donc, dans des situations de mésusage, certains troubles psychiatriques, on sait qu'on peut avoir des avantages avec plutôt un médicament plutôt qu'un autre. Et finalement, la conférence de consensus de 2004 avait déjà pas mal donc, résumé les choses. Alors, Alors, évidemment, ça a été évoqué tout à l'heure, les différentes phases du traitement avec l'induction, la stabilisation, la maintenance et puis la décroissance. Et notamment en ce qui concerne la phase d'induction, là on a une différence entre les 2 traitements, la buprenorphine et la méthadone. Vous voyez que la buprenorphine permet une induction beaucoup plus rapide, et ça a été évoqué, l'importance justement donc, de cette phase initiale qui peut être déterminante pour la suite du traitement, mais surtout, le plus important, cette fameuse titration. En effet, comme vous l'avez compris, si au départ on va pouvoir supprimer les phénomènes donc, de dépendance physique, le craving, bien entendu, qui est une cible majeure qui va conduire donc cette titration, et ensuite, bien entendu, eh bien, comme vous l'avez compris, c'est pas qu'un produit, c'est un individu qui est interrogé avec l'environnement via différents produits, et on est donc dans quelque chose de transaddiction, les autres consommations et bien entendu les comorbidités psychiatriques. Donc la titration basée sur la clinique est un élément essentiel. Et ensuite, tout simplement pour obtenir la dose optimale qui doit être personnalisée, qui est évolutive tout au long du parcours et aussi longtemps que nécessaire. Et vous voyez, là aussi, donc, la littérature montre bien l'importance de cette dose. Il faut effectivement une dose suffisante pour être efficace, mais là aussi, elle est personnalisée, elle est propre à chaque individu. Là, ce sont uniquement des indicateurs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à se caler sur ces indicateurs, et rien qu'à vous lisez le Vidal, vous voyez qu'on ne vous donne pas forcément les bons indicateurs. Donc c'est la clinique qui doit primer, qui doit véritablement vous donner le baromètre et savoir comment adapter votre traitement, que ce soit de la buprenorphine ou de la méthadone, et l'équivalence, là aussi, vous l'oubliez, elle est personnalisée. Et le problème, c'est que là aussi, les représentations sont extrêmement fortes, puisque lorsque, avec les patients, on leur dit, ça serait bien, effectivement, qu'on puisse adapter le traitement, pour les patients, ils vont alléguer les effets indésirables.
Lorsque les doses sont plus élevées, ça veut dire qu'ils sont plus malades, ça va être plus difficile pour diminuer les traitements, ça veut dire que ça va durer beaucoup plus longtemps, et on voit qu'il existe des freins, et c'est là que l'approche éducative, l'éducation thérapeutique, l'entretien motivationnel sont des éléments essentiels à rajouter dans le traitement pour aider le patient à s'approprier son traitement, car véritablement c'est son traitement qui va lui permettre effectivement d'avancer dans son parcours de vie. La décroissance, bien entendu, aujourd'hui, le sevrage est fortement déconseillé puisqu'il est à très haut risque de rechute. Et vous voyez, donc, il existe dans les recommandations plutôt, vous voyez, donc une diminution progressive sur 12 mois. Mais là aussi, c'est personnalisé, hein, je dirais une décroissance qui va dépendre là aussi de votre patient. Vous voyez que Mélina Fatsias vous a parlé d'un patient avec un état de stress post-traumatique. Il est évident que lorsqu'il existe un trouble anxieux, eh bien, on va y aller doucement, on va réévaluer à chaque palier, bien entendu, s'il existe ou pas une recrudescence de la symptomatologie anxieuse, des troubles du sommeil, etc. Donc, très important, toujours piloter de manière personnalisée. Alors, les pathologies psychiatriques, comme vous le savez, sont très fréquentes, et plus les patients sont sévères, plus elles sont fréquentes. Alors, vous voyez, on a de tout, bien entendu, et surtout une aggravation mutuelle, et c'est tellement mélangé qu'à la fin, ça devient très compliqué, effectivement, de départager les choses. Et bien là aussi, il faut être très pragmatique, il faut avoir un raisonnement plutôt de type dimensionnel, on en rediscutera dans l'atelier polyconsommation. Eh bien, c'est là que vous avez finalement des médicaments efficaces, que ce soit la méthadone ou la buprénorphine, car au-delà de leur action, on verra sur les récepteurs opioïdergiques, ils ont véritablement des effets psychotropes en eux-mêmes, à la fois antidépresseurs, on va le voir aussi, donc anxiolytiques, et même sur la pathologie psychotique, il existe effectivement des effets. Vous voyez, je vous ai mis les autres types d'effets qu'il peut y avoir en plus de l'effet opioïdergique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il existe de toute manière des relations bidirectionnelles, et on sait que lorsqu'il existe une pathologie psychiatrique associée, eh bien là aussi, la dose est déterminante. Il va falloir augmenter plus les doses, et on voit dans les pathologies de l'axe 1, ça c'était le DSM-4, eh bien on voit que la dose de méthadone ici est bien plus élevée que dans les pathologies de l'axe 2, c'est-à-dire donc les pathologies de la personnalité, troubles de la personnalité. Alors, bien entendu, donc vous l'avez compris, nos médicaments de substitution, ce ne sont pas que des médicaments de substitution de manière très réductrice, ils ont d'autres propriétés, notamment psychoactives. Alors c'est vrai, comme l'a dit Mélina Fatsias, l'importance de ces médicaments, c'est qu'ils ont une longue durée d'action. Et rien que cette longue durée d'action va supprimer le phénomène de yo-yo induit par la prise, soit du produit illicite, soit du produit sous prescription. Et rien que ça, eh bien, ça permet de stabiliser les patients de manière assez rapide. Ça, c'est une efficacité, donc la pharmacocinétique, elle est déterminante. Mais au-delà de cette pharmacocinétique qui a véritablement un effet rapide sur le plan clinique, quand on évalue les patients au début de consultation et rien qu'une semaine après, on a une amélioration considérable des scores d'anxiété et de dépression, eh bien, vous voyez que les médicaments, en dehors de toute addiction aux opiacés, eh bien, ont des vertus antidépressives. On vous le montre ici avec deux types d'échelles, hein, la MADRS et la Milton, et de manière dose dépendante. Vous voyez, ça c'est l'effet de la buprénorphine, et y compris notamment, vous voyez, sur les idées suicidaires. Donc, et indépendamment de l'existence ou pas d'un trouble de la personnalité. Donc ça, c'est quand même très intéressant, c'est de, finalement, vous voyez que le traitement de substitution, eh bien, finalement, il faut le voir de manière beaucoup plus globale. C'est un traitement qui est vraiment, on va le voir dans un instant, donc dans une vision beaucoup plus holistique, effectivement, du patient, sa pathologie addictive, mais de la pathologie psychiatrique associée, en sachant que les deux sont graves. Et donc, ce qui veut dire que le traitement de substitution représente finalement une stratégie, là aussi en termes de hiérarchie, donc qui permet d'être en première ligne, et ensuite, on va pouvoir y associer justement un autre traitement si besoin, que ce soit antidépresseurs, antipsychotiques, thymorégulateurs. Et vous voyez que ce sont des vieilles histoires. Les propriétés antidépressives de ces deux médicaments, donc méthadone, buprénorphine, ou même, vous voyez ici, antipsychotiques, donc ont été décrites il y a très très longtemps. On les redécouvre aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, les polyconsommations qui représentent un véritable challenge sur le plan clinique pour beaucoup de cliniciens. Vous voyez que c'est un problème fréquent, et là aussi, encore une fois, la dose, elle est déterminante. En effet, depuis très longtemps, vous voyez, depuis 1992, on disait que finalement, lorsqu'il existe une persistance donc, de taux de consommation, c'est que ça traduit un sous-dosage, notamment donc, du traitement de substitution. Eh bien, on redécouvre l'Amérique quelque part, puisque les dernières publications montrent à nouveau donc, des choses identiques.
Regardez en ce qui concerne l'alcool. Si aujourd'hui la littérature elle est assez hétérogène sur l'effet ou pas donc d'un traitement de substitution sur les autres consommations, il y a cette étude qui est très intéressante, c'est celle de Nava, qui, je vais vous le montrer dans un instant, au niveau des courbes, eh bien, vous voyez ici, vous avez la méthadone et la buprenorphine, c'était des patients qui avaient des addictions aux opiacés. Eh bien, regardez de manière dose dépendante, que ce soit pour la méthadone ou la buprenorphine, ici et ici, que ce soit pour le craving ou la consommation d'alcool, on a un effet de manière dose dépendante sur ces deux paramètres. Donc là aussi, une bonne titration, une bonne adaptation du traitement de substitution permet d'agir non seulement sur l'addiction aux opiacés, mais y compris sur les autres consommations, comme ça a été évoqué par Mélina Fatsia. Ce qui montre bien, là aussi, cette vision très globale qu'il faut avoir, c'est l'individu, finalement, qui va juste reporter son comportement sur d'autres produits d'addiction, et finalement, ça peut être l'alcool, mais ça peut être aussi la cocaïne. Là, c'est juste pour montrer, donc, il existerait donc un effet particulier avec la buprenorphine sur une réceptologie particulière. Ça sera vraisemblablement décrit par le collègue italien, Chico Cioppo, qui effectivement donc, participe à ce congrès. La cocaïne, il existe là aussi, en dehors, on va le voir dans un instant, d'une addiction aux opiacés, un effet qui a été décrit il y a très longtemps par Nancy Melo dans Science, vous voyez, qui permet de supprimer chez les primates l'auto-administration de cocaïne. Yvan Montoya, qui est présent, avait d'ailleurs publié, vous voyez, il y a quelques années, l'effet donc de traitement donc par méthadone, buprenorphine, justement sur la cocaïne. Donc là aussi, on voit bien qu'au-delà des opiacés, eh bien, un effet sur l'alcool, un effet sur la cocaïne. Donc c'est l'importance, bien entendu, de bien traiter les patients, car évidemment, même des consommations comme le cannabis peuvent impacter sur la qualité, effectivement, du traitement qu'on va pouvoir poursuivre chez les patients, le maintien ou pas du patient donc dans le traitement, et l'intérêt donc systématiquement d'évaluer l'ensemble des consommations, là aussi pour améliorer la qualité de vie de nos patients. On va passer, parce que ça passe à une vitesse extrêmement vite, hein, c'est contraint. Alors, en ce qui concerne la pathologie somatique, si on devait résumer, quels sont les messages essentiels, donc notamment donc, les addictions aux antalgiques morphiniques ou en cas de douleur. Là aussi, ce qui va être déterminant, la dose. La dose est un élément essentiel, mais pas que la dose. C'est aussi, bien entendu, l'association aux autres médicaments. Il est évident que selon buprenorphine ou méthadone, on ne pourra pas associer les mêmes médicaments. Et puis le type de douleur, là aussi, l'importance de bien identifier le type de douleur. On a tendance aujourd'hui, dans une société moderne, à mettre des morphiniques à tout prix dans tous les types de douleurs. Non seulement ça ne marche pas forcément, mais en plus, on favorise le développement d'addictions aux opiacés. Bien entendu, ce qui va aussi déterminer le choix du médicament, c'est l'existence de pathologies somatiques, ce sont les interactions médicamenteuses avec les autres médicaments. Et juste pour faire simple, ici, je vous montre que même la buprenorphine peut être problématique en termes de dépression respiratoire, puisque Pierre Polomini vous parlera des overdoses d'opiacés. Eh bien, ce qu'on oublie régulièrement, c'est qu'on respire 24 heures sur 24, non seulement dans la journée, mais y compris au cours de la nuit. Et au cours de la nuit, ce sont, on va le voir, les apnées du sommeil. C'est extrêmement fréquent, c'est vrai avec la méthadone, c'est vrai aussi avec la buprenorphine, même si c'est un agoniste partiel. C'est une question de dose aussi. On voit bien que plus la dose augmente, plus le risque de faire des apnées du sommeil est élevé. Et quand on ne respire pas la nuit, donc le cerveau est mal alimenté, on est anxieux dans la journée, on est fatigué et on va consommer aussi pour compenser, voyez, donc ces difficultés. Et là, on amorce un cercle vicieux, d'où l'importance, là aussi, lorsque votre traitement est bien conduit, allez voir le sommeil, intéressez-vous à votre sommeil. Et là, je peux vous dire qu'il y a des patients qui sont extrêmement susceptibles à faible dose. Un exemple ici d'un patient, vous voyez, qui avait seulement 60 mg par jour de méthadone et qui avait un nombre considérable d'événements respiratoires. Et donc ça change complètement, bien entendu, la stratégie thérapeutique de votre patient. Pour conclure, en termes de balance bénéfice-risque, il est évident qu'aujourd'hui, il est important d'avoir une vision plutôt hiérarchisée, comme on le fait finalement dans d'autres secteurs de la médecine. Pour la douleur, on ne va pas forcément utiliser d'emblée un palier 3, on va plutôt palier 1, palier 2, puis selon le type de douleur. Pareil pour la dépression, il existe donc à efficacité équivalente des médicaments qui ont moins d'effets indésirables que d'autres. Eh bien, c'est pareil finalement pour les addictions aux opiacés. On peut appliquer exactement la même stratégie. Vous allez voir que les recommandations internationales vont dans ce sens. Il est évident qu'à efficacité globalement équivalente, on est bien d'accord, on va choisir en premier le médicament à moindre risque et, si besoin, on peut switcher sur l'autre de manière assez facile, notamment lorsqu'on commence par la buprenorphine. Il est très facile d'aller
vers la méthadone. Et ça a été démontré par l'étude de Kako en 2007 qui montre que finalement on n'a pas de perte de bénéfice, on n'a pas de perte de chance pour le patient, puisqu'encore une fois on a des situations qui paraissaient compliquées au départ et finalement qui se simplifient bien une fois que les patients sont stabilisés avec un bon traitement. Mais vous l'avez compris que la dose, elle est déterminante, et ça, je dirais, c'est le message clé. Et vous voyez, donc même avec un groupe d'experts qui s'était réuni, vous voyez, en 2016, eh bien, juste pour montrer que, là, on vous montre pour la buprenorphine, mais c'est vrai pour la méthadone, il est évident que ça va déterminer et l'effet, donc bien entendu, la puissance de l'effet, mais aussi la durée de l'effet. Vous voyez, là, par exemple, pour la buprenorphine, lorsque vous êtes à faible dose, vous ne couvrez pas les 24 heures. En revanche, lorsque vous augmentez la dose, vous allez beaucoup plus loin. Donc, en termes de stabilité de votre patient sur le nictémère, il est important là aussi d'avoir une bonne dose. C'est vrai pour la buprenorphine, c'est vrai aussi pour la méthadone. Enfin, donc, pour conclure, je vous mets juste donc cette recommandation qui provient, vous voyez, donc de collègues canadiens, qui montre bien, donc, de manière pragmatique, attention, le sevrage en tant que tel aujourd'hui est fortement donc déconseillé car à fort risque de rechute, mais par contre, dans le cadre de stratégies finalement pragmatiques et de manière à faciliter, bien entendu, la prise en charge des patients, vous voyez que les traitements par buprenorphine peuvent représenter finalement les traitements de première ligne, sauf des situations très particulières de patients où, dans ce cas-là, donc les autres stratégies donc, sont plus pertinentes comme la méthadone, et que, évidemment, on a tout à fait la possibilité de switcher de l'un à l'autre en fonction de la situation clinique, et que là aussi, lorsqu'on fait un sevrage ou une réduction de traitement après le traitement, il faut y aller très progressivement. Je vous ai mis ici « slower is better ». Et aujourd'hui, il existe, voyez, donc des recommandations européennes qui reprennent l'ensemble de ces éléments qui ont été présentés, qui font fait la synthèse effectivement des recommandations internationales et qui ont rajouté des éléments donc d'experts lorsque justement ces recommandations ne sont pas suffisamment précises pour aider justement les cliniciens du terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup à Maurice de Mattéis, ainsi qu'à Mélina Fatsias d'avoir tenu le challenge du temps. Et donc maintenant, c'est à Pierre Polomeni de maintenir ce challenge et de, tout en restant dans les temps, nous présenter donc sa communication sur la question de la mortalité par overdose. Il est où le... On appuie sur vert pour passer, c'est ça? Donc bonjour à vous, merci aux organisateurs, en particulier à Indivior, de me faire confiance pour cette intervention. Vous m'entendez bien? Donc je vais effectivement essayer de... Je vais respecter le temps, il n'y a pas de problème. Et après les interventions impressionnantes de Mélina et de Maurice, je vais essayer de vous donner 2-3 idées. D'autant qu'il y a eu une intervention ce matin, une plénière sur les overdoses, donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je vais pouvoir passer et insister sur quelques éléments qui me paraissent importants. Mes conflits d'intérêts. La première chose qui me paraît importante, c'est de dire, quand on parle des préventions, vous avez vu, j'ai mis un S à prévention, il faut bien comprendre qu'on est bien dans la lignée de la réduction des risques. La réduction des risques et des dommages, c'est un champ très large. Et j'ai rappelé des éléments qu'on avait travaillé à l'époque de l'INSERM avec Patricia Carreri, avec Marie-Geoffrey-Roussy, avec d'autres. Première idée, chacun a le droit de vivre selon la façon qu'il a choisi de vivre. Évidemment, on a compris les échanges avec les usagers. C'est une prévention tout au long du comportement et tout au long de la vie. Il y a des éléments théoriques comme le gradualisme qui sont tout à fait intéressants pour comprendre la façon de faire des actions, de mener des actions de réduction des risques en fonction des circonstances. C'est un principe de santé qui doit éviter une aggravation ou éviter les accidents et les décès, évidemment. Donc, et dans cette réduction des risques, dans ces théories, on a bien de proposer des procédures idéales d'utilisation d'une substance psychoactive. Donc on est vraiment dans un champ, quand on parle de prévention au pluriel des overdoses, de réduction des risques. C'est ma première idée, qui est tout à fait, que vous savez, mais qu'il faut rappeler. Deuxième idée forte, cette prévention des overdoses, ces préventions, c'est dans un contexte très particulier, qui fait qu'on est de nouveau mobilisé par cette question, d'une part avec ces chiffres qui sont tout chauds, hein, qui viennent de sortir des États-Unis, et cette AMM du NALSQ en France fin juillet 2017, qui fait qu'on doit repenser cette question des overdoses actuellement, il me semble. Ce qui vient nous faire booster cette question, c'est aussi ça. C'est ces quelques milligrammes de poudre
de fentanyl qui pose des problèmes tout à fait majeurs. Il y a quelques semaines, des policiers, en captant un sachet de poudre dans une voiture, un peu de poussière s'échappe du sachet, le policier a fait une overdose. Le fentanyl, ça implique énormément de risques. C'est le king of death, c'est des décès non intentionnels, c'est le fait qu'il ne faut jamais consommer ce produit seul. C'est des choses qui commencent à se dire aux États-Unis. Et vous savez que depuis le 5 septembre, il y a toute une liste de nouveaux fentanyloïdes qui sont maintenant interdits. C'est tout à fait récent, tout à fait important. C'est sûrement un problème qui, là aussi, booste notre façon de voir les overdoses aujourd'hui. Pour se faire une idée des États-Unis, parce que des fois j'ai un peu de mal à me rendre compte, j'ai pris la Pennsylvanie, pardon, j'ai pas mis les lunettes, je vois à peine. Vous voyez que sur les 12 millions d'habitants de Pennsylvanie, il y a 1500, 1900 morts, c'est ça? Donc si on applique à la France, on multiplie par 5. Donc on voit ce que ça veut dire, quoi. C'est vraiment effectivement pas du tout la même échelle. Alors là, pour le coup, j'ai voulu revenir évidemment vers l'Europe et vers la France, mais là, ces données, je vais vraiment passer rapidement, puisque vous les avez eues ce matin, puisqu'ils sont faciles d'accès. Il y a effectivement des usagers problématiques en Europe, un certain nombre de surdoses. On a repéré dans différents pays du monde qu'il y a des moments, donc là aussi, on va essayer de réfléchir à ça très vite, il y a des moments où ces overdoses sont particulièrement fréquentes et la sortie de prison est un moment particulier. Comme on le verra tout à l'heure aussi, la sortie d'abstinence, la sortie de sevrage. Il y a une mortalité en fonction des différents pays, en fonction des âges. Tout ça, ça a été exploré. Et là-dessus, je n'insiste pas, puisque je vous dis, vous avez tous les éléments et on peut gagner un peu de temps comme ça. Et pour la France, j'arrive, vous avez vu, les États-Unis, l'Europe, la France, tout ça, c'est très bien organisé. Et la France, je n'ai pas pu m'empêcher de repasser une titre de journal que Swaps a repris avec Vincent Binceau. C'est la première overdose en France. Certains d'entre vous étaient déjà nés. C'était donc en 1969. Et ensuite, il y a la loi 70, etc. Sauf qu'à l'époque, et j'ai repris les travaux de l'époque, les patients qui mouraient d'overdose étaient très jeunes. Ils avaient 18-20 ans. C'est tout à fait impressionnant. On va voir évidemment que ça a changé. Donc aujourd'hui, la situation en France, là aussi des éléments chiffrés sur lesquels je n'insiste pas. Il y a un point que je voulais peut-être marquer, c'est la question des victimes d'une surdose qui ne meurent pas. Je pense que là, il y a quelque chose de très intéressant à réfléchir, comme les fameuses tentatives de suicide par rapport au suicide. Quand on discute, quand on travaille avec l'usager et qu'ils se mettent à nous raconter leur histoire, on voit se succéder toute une série de malaises suite à des injections qui sont souvent passés inaperçus. On a peut-être l'occasion maintenant, pour ceux qui ne le faisaient pas, de se réintéresser à ces overdoses non mortelles. Puisque vous savez que, évidemment, comme pour les TS, ça peut être pronostic d'overdose mortelle. Donc ça, c'est le rapport DRAM, l'étude DRAM de l'OFDT qui montre les différents types d'overdose avec les différents types de produits. Ce qui me paraît important à noter, je crois qu'après j'ai fait un petit schéma très enfantin, voilà, pour reprendre un peu le modèle trivarié et dire finalement aujourd'hui, cette question aussi nous est posée, pas seulement par rapport aux héroïnomanies IV des années 70, mais par rapport à un certain nombre de populations. Vous voyez, j'ai repris un peu cette idée-là. Il y en a d'autres, il y a des populations, il y a des circonstances, le fameux contexte, sortie de prison, changer de produit, un dealer qui a une héroïne trop dosée, un dealer qui met du fentanyl dans la substance, et effectivement le type de produit concerné. Donc on a une espèce d'adaptation de ce modèle trivarié. Donc maintenant on parle aux préventions avec peut-être des aspects un peu plus pratiques. Il y a un certain nombre de structures, d'institutions qui ont fait des propositions, et en particulier en ce moment, en faisant la promotion d'une utilisation intelligente et adaptée de l'analoxone. Donc, par exemple, ce centre européen nous donne un certain nombre d'échelles, enfin une succession d'étapes avec des populations, toutes les populations qui doivent être touchées par la prévention, un certain nombre par le traitement, d'autres par la réduction des risques. Je pense qu'il en faut bien plus que ça d'ailleurs. Et enfin, des interventions d'urgence. On voit bien qu'il y a des interventions graduées. C'est bien les préventions à différentes populations, à différents moments de leur histoire.
Donc là, c'est le SAMHSA, je crois, c'est ça, qui nous donne un certain nombre d'éléments sur lesquels on va s'arrêter quelques secondes. Il y a 6 éléments que nous conseille le SAMHSA pour les stratégies de réduction, pour réduire les morts liées aux overdoses. D'abord, des programmes de prescription. Ça concerne essentiellement l'utilisation d'héroïne. Ça réduit le mésusage, ça ne réduit pas forcément les overdoses. Les traitements de substitution dont on vient de parler sont très utiles pour réduire les overdoses. Il ne faut jamais oublier ça. La première manière de faire de la prévention des overdoses, c'est que des personnes prennent un traitement de substitution adapté. Les traitements basés sur l'abstinence, ce n'est pas bon dans ce sens-là, puisqu'il y a une augmentation des overdoses à la sortie, à la rechute. Enfin, les 3 derniers points, très importants, l'éducation basée sur les pairs, avec les pairs, avec les communautés. Ça, je vais en dire quelques mots, c'est tout à fait majeur. Évidemment, un certain nombre d'entre nous, on sait faire ça, mais dans ce champ-là, c'est tout à fait majeur. Et effectivement, la prescription de naloxone et le travail avec les médecins. 2 mots là-dessus. Les prescriptions de médicaments de substitution, c'est de la prévention des overdoses, oui. Voilà. Un diaporama, une courbe très connue qui date de situation française, le premier à gauche, et un plus récent au niveau américain, je crois. La place des médecins. Les mêmes chiffres américains que je vous présentais tout à l'heure nous disent que, attention, oui, il y a une augmentation des overdoses aux États-Unis de toute façon tout à fait marquée. Oui, il y a un travail auprès des médecins. Ils continuent à prescrire beaucoup. Donc il y a tout un travail autour des prescriptions des médecins qu'il ne faut pas ignorer. Donc ça nous donne peut-être une responsabilité dans cette formation, cet accompagnement des médecins généralistes. Et moi, j'insiste beaucoup depuis quelque temps, vous savez, sur les représentations des médecins. Leur représentation, leur peur, leur méconnaissance. Et je crois qu'il y a beaucoup à faire dans ce champ-là. Et là, on en a une preuve chiffrée tout à fait récente. Parmi les choses qu'on peut dire aux médecins, c'est ceux qui prescrivent des opiacés pour la douleur. Il y a des échelles comme celle-là, qui permettent d'évaluer s'il y a un risque de détournement, de mésusage et éventuellement d'overdose. Donc, tout médecin prescrivant des opiacés pourrait utiliser à bon escient certaines de ces échelles pour repérer des personnes à risque d'overdose. Ça, c'est des petits outils que je vous propose et je continue à accélérer, mais on pourrait en reparler après, bien sûr. Petit point tout simple, moi qui m'amuse beaucoup, même si je n'y connais pas grand-chose, c'est la question de la pharmacotechnie. C'est qu'est-ce qui peut se faire dans le champ physico-chimique, dans le champ des industries, pour faire en sorte que les substances, les produits, les médicaments soient le moins détournables possible, soient le moins dangereux possible. Un médicament non dangereux. Vous voyez l'actualité en ce moment avec le lévothyrox, à quel point c'est une évidence, c'est une question permanente. Comment trouver des molécules qui soient le plus positif, sans effet secondaire, et donc dans notre champ, sans risque de détournement. Les salles de consommation à moindre risque, bien sûr, avec des études très belles. Celle-là en particulier, que je vous montre très rapidement, un calcul des overdoses autour de la salle ou un peu plus loin que la salle. Les overdoses baissent fortement dans le rayon de 500 mètres, je crois, autour du centre d'injection supervisée canadien. Oui, les salles de consommation à moindre risque sont des manières de faire de la prévention des overdoses. On peut faire de la prévention large, on a vu ça, mais on peut aussi faire de la prévention ciblée avec un certain nombre de personnes à risque ou des personnes accompagnant. Un exemple américain encore, avec un programme, Overdose Education and Nasal Naloxone Distribution, un certain nombre d'individus sélectionnés, formés, et on voit clairement que les individus ayant été formés, ayant eu la distribution de la naloxone nasale, ont pu baisser fortement le risque d'overdose. Les liens avec les usagers. Donc ça, c'est quelques liens qu'on peut trouver sur Internet, quelques idées canadiennes, suisses, américaines. Évidemment, nous, on bosse tous au quotidien avec les usagers et il y a plein de choses assez magiques
qui peuvent se créer et se recréer autour des overdoses. Je me remets maintenant, avec l'arrivée du NASQ, à revoir les patients hospitalisés en sevrage dans mon service et à leur donner le NASQ pour la sortie, évidemment, puisqu'il y a un risque. Et donc, je discute avec eux des overdoses. Et il y a un nouveau discours qui émerge. C'est tout à fait étonnant. Vous savez, quand on parlait du VIH, de la sexualité, du sommeil, du VHC depuis peu de temps, et maintenant des overdoses, il y a une nouvelle manière de communiquer, des nouveaux échanges, et des patients nous disent des choses qu'ils ne nous disaient pas avant. Alors pour le coup, dans la foulée, j'ai fait venir la Croix-Rouge pour faire de la formation au secourisme des patients hospitalisés. Donc on va parler de vous, de ce qui vous est arrivé, de ce que vous avez vu, et comment vous aider et aider les autres. Un nouveau discours, une nouvelle alliance, un nouveau partenariat avec les patients. J'accélère, j'ai bientôt fini. Donc oui, prévention des overdoses par les opioïdes, l'analoxone mise à disposition est une vraie chance. Petite parenthèse, j'ai pas mis ça dans mes diapos parce que j'ai eu l'info tout à l'heure. Mais j'ai eu le bilan de l'ATU du laboratoire, il m'a donné ces chiffres. Et là, j'ai continué à être un peu fâché, parce que je l'avais écrit, je crois, dans le flyer et dans le Facebook du flyer, c'est qu'en fait, le NASQ est disponible depuis plus d'1 an en France, un truc comme ça. Et en fait, il n'y a que 970 kits qui ont été donnés. 970. Quand on regarde le nombre de patients, de personnes susceptibles d'en bénéficier, c'est un peu peu. Sur ces 970 kits, il y en a 16 qui ont été utilisés et qui ont entraîné une survie, on peut le dire comme ça, des personnes en ayant bénéficié. Donc on voit bien qu'il y a un outil, encore faut-il s'en servir, ça c'est clair. Donc c'est un produit qui est simple, donc là je crois qu'il y a quelques éléments, je crois que là il y a aussi la présentation de l'utilisation du NASQ. Je ne comprends pas bien quelles sont les réserves à la diffusion. En plus, il y a eu beaucoup de kits gratuits. Je crois qu'il reste encore 2000 kits gratuits. Donc, je ne crois pas que ce soit un problème financier. Quand on voit tous les bénéfices liés à cette disponibilité-là, je pense qu'il faut pouvoir effectivement s'en servir. Donc voilà, c'est ma conclusion. Sur d'autres recommandations OMS, on aurait pu passer beaucoup plus de temps là-dessus, mais j'avais vraiment quelques idées à partager avec vous et je vous remercie de votre attention. Voilà, je pense qu'on peut remercier beaucoup les orateurs pour la clarté de leur intervention et aussi pour un respect scrupuleux du temps de parole, ce qui nous permet d'avoir un peu de temps de discussion. Oui, madame. Bonjour. Pierre, une question. C'est Sybelle. Si tu n'as pas compris avec mon accent. Mais écoute, tu poses la question pourquoi il a été distribué que 980 kits naloxone. Regarde encore l'ambiguïté de politique de réduction des risques en France. Tout le monde sait que 95% de patients sous TSO, ils sont en médecine générale. Ils sont là-bas, ils ne sont pas au XAPA, ils ont 5%. Au XAPA, en plus, avec de nouveaux comportements d'addiction, des marijuana, etc., qu'ils fréquentent le plus que les héroïnes. Si on sait que la population, il est chez les généralistes, sortir une ATU qui limite au XAPA, franchement, entre nous, je vois très mal envoyer les usagers de drogue, éloigner, ça veut dire, comme il dit le copain de Grenoble, ils ont réhabilité socialement, psychologiquement, avec leur traitement de substitution dans leur vie réelle, de les renvoyer au CARUD dans les milieux de dépendance et usage et mésusage, il faut être vraiment pas professionnel pour le faire ça. Et de sortir une ATU comme ça sur naloxone, je suis désolée, mais ça revient encore criminel. Il faut y aller où il y a les populations. Populations, ils sont chez les généralistes. Populations, ils sont dans les parcours de soins légaux. 95% de populations suivies généralistes, ils ont la sécurité sociale. Ce qui n'est pas toujours le cas au XAPA. Moi, j'ai vu des gens à hépatite C, plus de 20%, ils n'ont pas eu la couverture sociale, malgré qu'ils sont suivis depuis 10 ans. Non, ça, je pense qu'il faut appuyer là-dessus. Si on veut faire une ATU,
Il faut que les médecins de ville soient intégrés. Sinon, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si je ne dois pas répondre parce que je suis plutôt d'accord avec ce bout d'analyse. En même temps, tu as vu qu'il y a 280 000, je crois, usagers. Donc, il y a quand même une marge d'utilisation pour ceux qui fréquentent les CARUD, les XAPA, les hôpitaux. Mais je suis d'accord avec ton idée. L'ATU est finie, la MM est arrivée. Très bien. Autre question? Oui. Je suis généraliste. En fait, ma question pour le traitement, quel est l'objectif? Vous avez dit qu'on peut avoir une décroissance de la dose de Subutex. Moi, j'ai des patients qui prennent du Subutex depuis 20 ans. Est-ce que vous considérez ça comme un échec? Ou est-ce que je suis bon? Merci. Non, là, il faut garder ce que je disais tout à l'heure, donc des objectifs fonctionnels. Vous m'entendez? Voilà. Il faut garder en tête en fait des objectifs fonctionnels. C'est pas parce qu'effectivement c'est des patients qui ont un traitement en longue durée que c'est un échec. Hein. À partir du moment où le patient a réinvesti les différents domaines de la vie, il a une vie tout à fait donc qui lui permet de s'épanouir. Et bien donc du coup. Les choses peuvent être reconsidérées éventuellement avec le patient, mais en tout cas, ce n'est pas un échec en soi. Il faut être relativement serein avec ça. Ce qui compte, c'est aider le patient finalement à restaurer un certain nombre de choses qui ne fonctionnaient plus, qui n'étaient plus opérationnelles quand il avait effectivement une addiction beaucoup plus active. Et puis après, bien entendu, donc on y va doucement. Encore une fois, on considère l'individu, son mode de fonctionnement, son contexte de vie, et c'est ça finalement qui va vous aider à piloter donc la suite du traitement. Donc chaque cas est un cas particulier finalement. Il faut toujours avoir en tête, bien entendu, cette vision globale, et on y va progressivement. Mais là aussi, il faut que le patient soit acteur de sa prise en charge, y compris dans sa décroissance. Tous les temps du traitement, effectivement, il faut que le patient soit acteur de sa prise en charge, c'est l'essentiel. Bien, merci. Oui, madame. Non, oui. Je peux poser Monsieur le Président? Ah, pardon. Marc, excuse-moi. Non, il me semble que la question est importante et la réponse est bienvenue, mais je me demande si on ne doit pas aller plus loin dans le... C'est-à-dire, si on prend le modèle des maladies chroniques, en sachant que la définition d'une maladie chronique n'est pas claire non plus, hein, donc c'est un modèle. Ne faudrait-il pas adapter le schéma général sur, il y a induction, stabilisation et on ne bouge plus, et après, ça dépend. et qu'a priori, il n'y a pas d'arrêt, compte tenu des données actuelles de la science. Et après, il y a juste, mais en annexe, donc je ne sais pas comment le représenter, comme à quel moment quelque chose qu'on met en place pour ne pas l'arrêter peut s'interrompre, alors complications, accidents, effets secondaires ou bénéfice-risque qui disparaît, et à ce moment-là uniquement une phase de décroissance serait possible. Alors oui, en fait, on a tous les cas de figure. Hein. C'est exactement comme pour la pathologie psychiatrique, pour les dépressions. Il existe différents types de dépressions. Il y en a effectivement qui vont être facilement traités, qui vont nécessiter un traitement relativement court dans le temps, et puis d'autres qui vont nécessiter effectivement de reconduire le traitement, d'avoir des traitements de plus longue durée. Il faut avoir la même vision finalement avec les traitements de substitution. Il y a des patients finalement où on va avoir un traitement relativement court dans le temps, entre guillemets, tout dépend de la problématique initiale, et puis d'autres qui vont avoir effectivement un traitement longue durée pour certains à vie. Donc là, c'est vraiment c'est l'évaluation du patient, les objectifs aussi du patient qui vont être déterminants dans le choix. Mais Maurice, est-ce que nous ne devrions pas... Enfin, est-ce que la question n'est... Au-delà, tu as raison, il y a toute la diversité, il faut personnaliser, mais est-ce qu'on ne devrait pas être plus clair en disant que le modèle, c'est que ces thérapeutiques, une fois mises en place, elles n'ont pas d'intérêt à être arrêtées? Ça dépend du patient, je dirais, hein, puisque... on ne consomme jamais par hasard, on ne développe pas une addiction par hasard. Après, je dirais, c'est ce qui va être de manière sous-jacente qui va favoriser au moins la nécessité de poursuivre un traitement de plus ou moins longue durée. Il y a des patients, à partir du moment où ils ont
va dire, restaurer un certain nombre de choses. Le traitement peut être effectivement reconsidéré dans son maintien jusqu'à l'arrêt pour certains, et ça se passe très bien. Donc encore une fois, je dirais que tous les cas de figure sont... Bon, on n'a pas forcément une littérature qui permet de répondre de manière précise, bien entendu, pour tous ces cas de figure, mais en tout cas, voilà. Donc ce qui compte, encore une fois, c'est la médecine personnalisée qui va permettre finalement de définir à la fois donc, les objectifs thérapeutiques et comment le traitement doit être poursuivi ou pas, et toujours de manière extrêmement prudente, en sachant que quand c'est nécessaire, on peut tout simplement reprendre le traitement aussi. Je pense qu'il faut peut-être retenir qu'à partir du moment où on est dans le cadre d'une maladie chronique avec une évolution, avec un risque de rechute, l'objectif n'est pas l'arrêt du traitement, et la durée du traitement va être à reconsidérer en fonction de ce que veut le patient et du niveau de vulnérabilité et du risque de rechute. Mais l'objectif, quand on a introduit un traitement, n'est pas de l'arrêter, en tout cas. Très bien, merci. Le micro, Oui, il est là-bas. je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous dites. Alors, on a quand même beaucoup de patients qu'il faudrait réussir à persuader de ne pas arrêter le traitement de substitution, parce que autant il y en a qui ne se posent pas trop de questions, autant il y en a qui devancent un petit peu et qui eux-mêmes descendent les traitements, et on les retrouve avec des complications, et c'est très compliqué de leur expliquer après que c'est parce qu'ils ont réduit eux-mêmes leur traitement. Moi, la question que je voulais poser, c'est, je suis psychiatre addictologue, revenir sur l'histoire des troubles, des comorbidités addictives. La question que j'ai actuellement, c'est quand un patient substitué qui a diminué effectivement son traitement ou qui ne l'a pas forcément diminué montre des signes, par exemple, de dépression, est-ce qu'il est plus licite d'essayer d'augmenter le traitement ou est-ce qu'il est plus licite d'introduire un traitement antidépresseur chez ces patients-là? Le son est très mauvais sur la scène. Donc évidemment, on voit bien l'intérêt du traitement de substitution est évident que ça peut être une première stratégie d'augmenter la dose qui permet effectivement d'agir sur l'élément anxieux, l'élément dépressif du patient. Et lorsque ça ne suffit pas, bien entendu, on peut tout à fait rajouter un autre traitement. On a des patients comme ça où il y avait vraiment des dépressions caractérisées et tout simplement en adaptant la dose. Là aussi, comme je vous l'ai montré, vous voyez, y compris dans la phase de stabilisation de maintenance, c'est totalement évolutif parce que les événements de vie sont évolutifs, bien entendu, et qu'à certains moments, eh bien, il peut y avoir un besoin d'adapter la dose du patient, à un certain moment de l'année d'ailleurs, ça peut arriver. Et donc, effectivement, on peut tout à fait, en termes de stratégie, d'abord commencer par adapter le traitement de substitution, et si ça ne suffit pas, ensuite donc, y associer un autre traitement. Quitte à réintroduire chez une personne qui serait par exemple sevrée, qui présente une augmentation très importante de ses consommations d'alcool, qui est sevrée depuis longtemps des traitements de substitution, qu'on n'arrive pas à traiter. Moi, je m'interroge sur l'intérêt de réintroduire un traitement de substitution pour l'arrêter dans ses consommations d'alcool. En tout cas, diminuer ses consommations d'alcool. Alors, effectivement, dans certaines situations, on peut être amené à faire ça. Mais là on voit bien, d'ailleurs, par rapport à ce qu'on disait, justement, certains patients qui essayent d'arrêter les traitements, qui veulent arrêter les traitements, on voit bien, il y a aussi les représentations, bien entendu, sociales de ces traitements qui pèsent très lourd pour les patients. Et il est évident que pour eux, il apparaît presque plus acceptable de consommer de l'alcool, d'autres produits, finalement, que de prendre un traitement de substitution, et c'est un grand classique. Donc il y a tout un travail, on disait, d'éducation thérapeutique, donc de faire comprendre donc l'intérêt finalement de ce traitement, dans quelle mesure ça les protège, notamment par rapport aux autres consommations. Oui, alors je veux juste compléter qu'effectivement, c'est des situations cliniques qui sont quand même très très fréquentes. Ce qui est important, c'est de pouvoir reprendre avec le patient la séquence chronologique d'évolution des différents symptômes, c'est-à-dire que si effectivement on a quand même clairement la notion qu'à l'arrêt du traitement ou à l'arrêt de la consommation numéro 1, qui était peut-être l'héroïne, il y a eu une aggravation ou un début de consommation d'alcool et une évolution vers une perte de contrôle. Là, on est typiquement quand même dans une situation possible de déplacement et on peut quand même se poser la question de l'intérêt d'introduire un traitement pour les opiacés si c'était la première addiction, en y allant de façon très progressive, à faible dose, parce qu'il n'y a plus de tolérance aux opiacés, donc ça nécessite quand même un soin très spécialisé, spécifique, mais ce sont des situations extrêmement fréquentes. Moi, il y a encore 2 semaines, j'ai reçu une patiente qui m'a été adressée par le centre de prise en charge spécialisé des obésités morbides. Et en fait, dans son histoire, elle avait clairement développé son obésité après l'arrêt des consommations d'héroïne avec un traitement par buprenorphine qu'elle avait arrêté pendant la grossesse à l'époque, puisque à l'époque c'était le début de la buprenorphine et on arrêtait le plus vite possible la buprenorphine à ce moment-là.
et elle avait non pas rechuté sur l'héroïne, mais totalement dérégulé son comportement alimentaire. C'est extrêmement fréquent, donc c'est très important sur le plan clinique d'avoir cette approche longitudinale, quasiment depuis la petite enfance, et d'avoir une approche très globale et transversale sur l'ensemble des comportements appétitifs et puis des comorbidités, etc. Très bien. Didier. Premièrement, je vous renverrai au poster qu'on a écrit. On ne parle plus de traitement de substitution en 2017-2018. Hein. Vous regarderez le poster, c'est quelque chose qui est du XXe siècle. On est au XXIe siècle. On a des traitements de maintenance. Bon, ça, c'est la première notion qu'il faut donner. Donc, cette idée d'arrêt est saugrenue. Enfin, bon, on se lance dans un traitement de maintenance. Alors, je pense que les séquences, il faut les repenser. Et notamment, ce qui est très intéressant, et moi j'ai beaucoup apprécié l'exposé de Mélina, mais hélas, ce n'est pas allé assez loin, parce que je pense que dans la période de supervision du traitement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on n'a pas prononcé ce mot-là, mais c'est quand même la base du traitement, c'est la supervision, c'est-à-dire les premières semaines où on met en place le traitement avec le patient, où on le voit tous les jours, voire 2 fois par jour s'il faut, parce que la suppression de ces moments de craving, ces moments d'envie, va laisser place à beaucoup de choses. Il y avait un article de Marc qui s'appelait « Le médicament, c'est celui qu'il donne », qu'on avait passé il y a quelques années. Ça devrait faire réfléchir les prescripteurs et ceux qui délivrent les traitements. Les informations qu'on recueille à ce moment-là sont de différents ordres. Elles sont certes psychologiques, neurobiologiques, etc., sur la caractéristique de la personne, mais aussi sociales et la fonction que la substance avait prise et ces moments de craving dans la vie de la personne. Donc on les supprime, il faut travailler cette période-là. Et à ce moment-là, la question de l'arrêt du traitement ne se pose plus, parce qu'on a fait le boulot sur cette période qui est plus ou moins longue suivant les patients, parce que l'histoire, et effectivement c'est une médecine personnalisée, là je rejoins ce que dit Maurice, c'est une médecine personnalisée, mais non pas au sens du diabétique, mais au sens de l'addict qui a eu des besoins qui ne sont pas seulement de la médecine, je vais dire, somatique, qui sont de différents ordres qu'il faut savoir prendre en considération dans cette période de stabilisation. Et c'est là tout l'intérêt d'ailleurs, on va en discuter bientôt, d'avoir des traitements de longue durée d'action, de façon à permettre aux patients d'aborder cette période-là tranquillement. Et une buprenorphine retard serait tout à fait indiquée dans cette orientation. Donc je crois qu'il faut revoir maintenant, 2004, je crois que c'est le passé, hein, c'est un truc qui est dépassé. Et pour tout vous dire, on va bientôt faire au niveau de la Fédération française de la dictologie une demi-journée de travail pour les associations pour les mettre au niveau sur ces questions. Ce sera donc le 4 décembre, je fais un peu de pub au passage. Juste pour compléter, c'est que là aussi, vous l'avez vu, que la population des patients souffrant d'addiction aux opiacés a évolué, avec la présentation de Nicolas Autier qui montre que clairement aujourd'hui, on a une autre population qui n'est pas celle qu'on avait effectivement en tête initialement. Et là aussi, on peut imaginer que là aussi, les protocoles, les schémas thérapeutiques seront différents dans cette population, notamment dans ce cas-là, l'arrêt du traitement peut être tout à fait acceptable, là aussi à partir du moment où un certain nombre de choses ont été contrôlées, car encore une fois c'est bien la globalité de l'individu dans son contexte de vie qu'il faut prendre en compte, et c'est ça encore une fois qui doit représenter l'indicateur finalement donc, dans l'adaptation du traitement. Merci. Oui, Didier Gène, CNAM, revue SWAPS. J'ai une question pour Mélina et pour Marc aussi. Vous avez beaucoup insisté sur la mesure du craving. Est-ce que vous conseillez que dans toutes les consultations, dans la dictologie, on mesure le craving à chaque fois? Et quels outils vous proposez pour mesurer le craving? Est-ce qu'il y a des échelles ou est-ce que c'est la réglette ou qu'est-ce que vous... Et qui le fait en France actuellement? Demande William. Je traduis la question pour les orateurs, parce que c'est pas arrivé, mais comme il y avait l'écran qui faisait. La question c'était quoi finalement? Non, la question c'était de mesurer le craving en pratique. Vous pouvez. Comment est-ce qu'on le mesure? Oui, parce qu'il est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais peu de temps. Après, en pratique clinique, je pense que la plus simple façon de l'évaluer, c'est d'évaluer le niveau d'intensité
sur une échelle de 0 à 10 de manière totalement similaire à ce qu'on peut avoir dans l'évaluation de la douleur. L'intérêt d'un outil très simple de ce type, c'est qu'on va pouvoir, c'est très facilement applicable à la population qu'on suit en consultation et que c'est surtout très facile de le répéter et ça nous fait un point de repère sur l'évolution. Après, il y a des échelles qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus précises, qui évaluent des sous-dimensions du craving pour les différentes addictions, qui sont, à mon avis, plus adaptés à des protocoles de recherche pour vraiment mieux comprendre les différentes sous-dimensions et pour établir des scores, etc. Moi, en pratique clinique, j'utiliserais tout simplement un modèle de type échelle analogique visuelle, mais peut-être que Marc veut compléter. Non, tout à fait. Mais on est pris par le temps, alors il faut aller vite. Oui. Il paraît. Oui, une minute. Une minute. Mais et je reçois des SMS qui me disent qu'il faut dire au président de s'arrêter, donc je passe le message discrètement. Oui. Mais en fait, pour faire simple, c'est vrai que ça ressemble à la douleur. La douleur, c'est une expérience unique, très individuelle, très particulière. Tout le monde vit. Il y a autant de vécus douloureux, de qualité de la douleur d'une personne à l'autre. Et en même temps, on le sait maintenant dans la pratique, on peut en mesurer l'intensité et sa variation. Et l'intérêt du craving, au-delà de son intérêt diagnostique, c'est aussi un intérêt pronostique de suivi de l'expression de la pathologie. Et donc, une fois qu'on a clarifié avec la personne, voilà, mon craving à moi, votre craving à vous, donc on a clarifié comment il varie. Et ça, on peut le monitorer comme on monitore la douleur. Voilà, alors, et ajuster, du coup, la prise en charge. Alors, par contre, il y a tout un travail. Pour pouvoir faire ça, il faut que le patient il repère. Et il repère les symptômes. Et ça peut prendre beaucoup plus de temps parce que l'expression clinique, elle peut être très variée. C'est pas juste j'ai très très envie de consommer. Ça peut être aussi des signes d'irritabilité, d'anxiété, des sueurs, des rêves, des pensées particulières. Et ça, ce travail-là, il peut prendre aussi un peu de temps. Donc, de temps d'auto-observation, de repérage, de prise de conscience des manifestations de la maladie. Merci. On voit à travers l'intérêt de cette discussion et sa richesse l'importance des sujets. Malheureusement, le temps passe. Je crois qu'il nous faut interrompre là. Je crois qu'on peut encore remercier très chaleureusement nos intervenants.